Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre sujet de santé publique intéressant qui s'appelle l'infertilité, qui n'est pas forcément bien compris ou perçu par tout le monde. En France, en ce moment, il faut savoir qu'un couple environ sur 5 consulte pour infertilité. Il faut savoir que 24% des couples qui cherchent à faire des enfants au bout d'un an n'ont toujours pas d'enfants. Et il faut savoir, comme la courbe l'indique derrière moi, et qui était l'accroche de l'affiche, en 50 ans, on a perdu plus de la moitié des spermatozoïdes. Avant, ils existaient à 119 millions, ils sont maintenant à moins de 50 millions. Et si on poursuit cette courbe, on peut dire que tout à fait naturellement, l'espèce humaine devrait disparaître dans pas très très longtemps. Donc, c'est pas forcément un sujet de satisfaction, même si certains disent que l'homme est tellement pas gentil que c'est pas grave s'il s'en aille. Mais on n'est pas forcément d'accord avec ce genre de perspective. Dans le cadre de sa politique de prévention, l'ARS a mis sur pied un outil très novateur qui s'appelle Artémis. Artémis, du nom de la déesse grecque, pour ceux qui ont fait leur belle lettre classique, c'est la déesse de la vie sauvage et de la fécondité. Mais Artémis, c'est aussi un acronyme qui veut dire Aquitaine, reproduction, enfance, maternité et impact santé-environnement. C'est donc une plateforme de prévention en santé environnementale pour des patients qui vont présenter des grands troubles de la reproduction. Face à certains troubles de la fertilité, les médecins classiques et classiquement n'ont pas toujours des réponses. Ça peut être des troubles de la fertilité, ça peut être des troubles malformatifs autour de la naissance des enfants. Et on sait tous maintenant qu'il y a plusieurs facteurs et cofacteurs qui jouent dans cette affaire-là. Ça peut être la génétique, ça peut être les habitudes alimentaires, ça peut être l'environnement, ça peut être le travail, ça peut être d'autres polluants. Et tout ça fait une synthèse assez difficile à comprendre en détail et assez difficile à trouver un facteur précis, un responsable unique. On sait maintenant que les responsables uniques, ça n'existe pas. C'est des responsabilités collectives. Plusieurs choses. Donc, on a le plaisir d'accueillir ce soir Madame Fleur Delva, qui pilote ce groupe Artémis avec le professeur Brochant, et qui va pouvoir me parler de son expérience et de son retour depuis 5 ans sur la prise en charge de ces pathologies complexes à démêler et complexes à mettre sur les bons rails. Et comme on a toujours besoin des anciens, à côté de moi, il y a le jeune gynécologue, le docteur Verjus, qui va pouvoir vous faire 30 ans de recul sur sa pratique, sur ce qu'il a pu constater au début de sa pratique et ce qu'il a pu voir évoluer dans ce qui peut s'appeler la stérilité, les syndromes malformatifs et la difficulté de procréer. Donc pour ce soir, on va commencer d'abord par une description, un état des lieux avec un retour. Et ensuite, on va parler de l'avenir, du présent et de l'avenir à la Fleur Delva. Donc la parole est au bon docteur Verjus, de l'hôpital de Rochefort. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc je m'appelle Jean-Pierre Verjus, je suis médecin à l'hôpital de Rochefort et j'ai été invité par mes collègues à intervenir auprès de vous ce soir en ma qualité de médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et de médecin agréé en procréation médicalement assistée. Mais comme le dit mon collègue, c'est non sans une certaine malice, ils m'ont demandé d'intervenir à cause de mon âge. J'ai 66 ans, je suis au terme de ma carrière, et la question est de savoir si, à l'occasion de cette traversée du siècle, j'ai constaté une dégradation de la fertilité humaine en rapport avec des facteurs environnementaux. Alors ma réponse est clairement oui, avec des nuances, mais globalement oui. Alors je vais m'en expliquer chemin faisant, parce que je suppose que vous n'êtes pas tous médecins, et que vous n'êtes peut-être pas tous férus en stérilité, fertilité. Donc je vais essayer, pour introduire l'intervention de mes collègues, de vous présenter un tableau très simplifié de la problématique de la fertilité et de la stérilité. Alors, la problématique de la stérilité tient en fait en 3 mots. Spermatozoïde, ovule, rencontre. Et c'est tout. Alors c'est tout, mais c'est pas fini. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça.
Alors, en ce qui concerne la rencontre, parce qu'on va commencer par la rencontre, il faut, et là je vais rien vous apprendre, il faut avoir un rapport sexuel, avec une résumé d'une ovulation, et avoir une éjaculation dans le vagin. Mais le vagin, à cause de sa flore recto-passive, est au milieu passif. Et le spermatozoïde, enfin les spermatozoïdes, s'il ne veut pas être rapidement transformé en petit cornichon, il faut qu'il aille se réfugier dans la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est une sécrétion du col de l'utérus qui apparaît au moment de l'ovulation, qui a un pH neutre, donc accueillant, et qui se présente comme du blanc d'œuf cru. J'avais coutume de comparer ces glaires cervicales pour donner une image. La glaire cervicale est au spermatozoïde, ce que la rivière est au semoule. Il faut la remonter. Alors, outre sa fonction de vecteur, la glaire cervicale va permettre au spermatozoïde de se capaciter, c'est-à-dire d'activer un équipement enzymatique qu'il contient, de l'activer pour pouvoir, lorsqu'il aura rejoint l'ovule, la désaminer littéralement, la dénuder de sa membrane pellucide, pour pouvoir la pénétrer et la féconder. Alors, pour aller à la rencontre de l'ovule, le spermatozoïde, qui est mobile, a une queue et qui l'utilise, ce qu'on appelle le flagelle, et qui l'utilise un peu comme une godille, et qui va lui permettre de remonter à travers la cavité utérine via les trompes de l'utérus et rejoindre le nid d'amour qui se trouve à l'extrémité de la trompe. Si mon corps était l'utérus, mes jambes seraient le col, mon tronc la cavité utérine et mes bras les trompes, avec ici l'ovaire. Et l'ovaire, enfin, ma main vient capter les ovules. Et la rencontre se fait au niveau de mon poignet. Alors, dans ce parcours, il peut y avoir des obstacles. Et en ce qui nous concerne ce soir, puisqu'il s'agit des facteurs environnementaux, l'obstacle va se situer au niveau de la trompe. Alors la trompe, c'est un conduit qui est à la fois extrêmement fin et extrêmement complexe, donc il est très fragile. L'intérieur de la trompe est revêtu d'une muqueuse qui porte des cibles vibratiles qui sont animées de mouvements et qui forment des espèces de traînes d'ondes, un petit peu comme le fait le vent sur les blés en été, et qui vont avoir pour mission de propulser l'ovule et éventuellement l'œuf vers la cavité utérine. Donc vous imaginez bien qu'un processus inflammatoire qui va altérer ce tapis roulant, ou qui peut même provoquer des cicatrices qui vont obturer la trompe, peuvent être à l'origine d'une difficulté. Alors, ce processus inflammatoire peut être le fait d'une infection, en particulier d'une infection sexuellement transmissible. Et ce n'est pas là notre sujet de ce soir. Et ce soir, je vais plutôt vous parler de l'endométriose. Alors, qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose, c'est la chose suivante. La cavité de l'utérus est tapissée par une muqueuse qu'on appelle l'endomètre, dans laquelle vient se nicher l'œuf lorsqu'il y a une grossesse qui débute. S'il n'y a pas de grossesse, cette muqueuse est purement et simplement éliminée de façon sanglante au travers des règles. Mais le mois suivant, au cycle d'après, cette muqueuse va se régénérer, va se reconstituer pour pouvoir se mettre en situation de pouvoir accueillir une éventuelle future grossesse. Alors l'endométriose, ce sont des foyers de muqueuses utérines qui sont normaux mais qui ne sont pas à leur place et qui ne sont pas seulement dans l'utérus, qui sont aussi dans l'épaisseur du muscle utérin, ce qu'on appelle l'adénomiose, et ces foyers peuvent se situer aussi dans la paroi de la trompe ou même dans les organes voisins. Mais ces foyers de muqueuses utérines vont, sous l'influence des hormones de l'ovaire, avoir le même comportement que la muqueuse de l'utérus. C'est-à-dire qu'en fin de mois, elle va saigner. Mais elle va saigner dans l'épaisseur des tissus, en provoquant des ecchymoses, des hématomes, des douleurs, de l'inflammation. Et de mois en mois, comme ça va se traduire par des cicatrices qui ont tendance à se rétracter et par des cicatrices fibreuses et rétractiles et qui vont aboutir comme ça à l'obturation de la trompe. Alors c'est une maladie dont on parle beaucoup actuellement, l'endométriose, vous en avez entendu parler par les médias. Alors pour autant, est-ce une maladie qui est plus fréquente? Alors je pense que oui. Alors certains diront que ma génération a peut-être été plus attentive aux plaintes qu'exprimaient les femmes à propos de leur douleur et que ma génération a bénéficié d'examens complémentaires, je pense à la
l'échographie, à l'IRM, à la célioscopie, qui ont permis de mieux faire le diagnostic d'endométriose et peut-être de plus faire le diagnostic d'endométriose. Ça me paraît pas tout à fait exact, parce qu'en fait, d'expérience, je peux vous dire que le diagnostic d'endométriose, on le fait généralement à la consultation, sur le seul interrogatoire, sur le seul examen. L'imagerie médicale, elle vient simplement confirmer et elle vient simplement préciser l'étendue des lésions. Alors actuellement, l'endométriose touche 10% des patientes. Et on peut légitimement établir un lien de causalité entre les perturbateurs endocriniens et l'endométriose pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'endomètre est un tissu qui est hormonodépendant. Il est sous l'influence des oestrogènes notamment. Et donc, le tissu endométrial aussi, il est oestrogène dépendant. Et l'on sait que des insecticides, des organochlorés, je pense aux DDT par exemple, qui ont beaucoup été utilisés après-guerre et qui sont encore présents dans nos sols, ont une activité œstrogénique. Deuxièmement, les travaux scientifiques ont démontré une responsabilité de la dioxine, du biphénol A, du lindane et du Mirax dans la genèse des lésions d'endométriose par le biais du mécanisme épigénétique. Explique l'épigénétique. Elle le fera peut-être mieux que moi. Voilà. Il y a des mots que vous allez retrouver, l'épigénétique ou l'exposome. Pendant une génération, on a été bercé, c'est la génétique qui explique tout. Et après, les grands chercheurs nous ont enseigné que non, les chromosomes sont des éléments très sympathiques, qui vont coder, mais ils vont peut-être mal coder si autour d'eux, donc le milieu intérieur, et puis autour, va faire que la génétique est transformée. Voilà. Donc tout ce qui est exposome, en dehors du chromosome ou l'épigénétique, ça veut dire que le matériel génétique est gêné ou empêché ou modifié dans son expression. C'est tout ce que ça veut dire. Pour revenir à notre fertilité, le deuxième élément, c'est l'ovulation, l'ovule. Alors, pendant mes études, j'ai appris l'existence d'une maladie qu'on appelle le syndrome de Stein-Eventhal, qui se caractérise par une absence d'ovulation. Alors, d'une façon un peu caricaturale, c'était des patientes qui étaient plutôt petites, fortes, brunes et poilues, et qui avaient des gros ovaires, lisses, blancs, qui ressemblaient à des œufs de canne, parce que ovaires engoncés dans une espèce de coque qui empêchait aux ovules d'éclore. Alors, dès comme ça, j'en ai vu, au cours de mes 40 ans de carrière, en fait, que très peu, à peine les doigts d'une main. Par contre, j'ai vu le syndrome de dysovulation, c'est-à-dire de anovulation, d'absence ou de mauvaise ovulation, je l'ai vu se démocratiser. C'est devenu le syndrome OPK, SOPK, le syndrome des ovaires micropolykystiques, qui se caractérise par un trouble de l'ovulation, une hyperandrogénie, c'est-à-dire un excès d'hormones masculines, et par une insulinorésistance, c'est-à-dire une difficulté aux cellules de l'organisme de répondre aux sollicitations de l'insuline, qui est l'hormone qui régule le taux de sucre dans les cellules de l'organisme. Et puis ce syndrome, je l'ai vu toucher des femmes qui sont minces, qui sont grandes, qui sont blondes et qui sont imberbes. Aujourd'hui, l'OPK, ça concerne 20% des patientes. Et il représente 50% des cas de stérilité féminine. Alors là encore, d'aucuns diraient, oui, mais vous disposez maintenant de l'échographie, des dosages hormonaux pour faire plus de diagnostics d'OPK. Sauf que, là encore, le seul interrogatoire, en mettant en évidence l'existence d'une anomalie du cycle, un allongement, une absence de règles, ou des irrégularités de cycle, permettent de subodorer l'existence d'un trouble de l'ovulation. Et puis, il a été démontré des liens de causalité entre le biphénol A, la testostérone et le syndrome OPK, les SOPK. Alors, ça se complique un petit peu parce qu'une équipe de Lille, de l'INSERM de Lille, a démontré et expliqué une possibilité d'une transmission mère-enfant du syndrome des ovaires micropolykystiques. Il se peut qu'en traitant, parce que nous avons la possibilité de le faire maintenant, en traitant ces femmes qui souffrent du syndrome OPK, en leur permettant d'avoir un enfant, il est possible qu'on ait contribué à faire la promotion de cette maladie.
Le troisième élément, le spermatozoïde. Alors je dis bien le spermatozoïde, c'est pour insister sur la paupérisation à laquelle j'ai assisté au cours de ma carrière. Pendant mes études, j'ai appris qu'un éjaculat digne de ce nom devait comporter 3 millilitres, à peu près 100 millions de spermatozoïdes par millilitre, dont 50% étaient mobiles et, près de 50% normaux. Alors, je fais une aparté. Si je dis normaux, c'est parce qu'il y a des pas normaux. Alors, c'est vrai qu'il y a des spermatozoïdes qui sont mal fichus, qui ont 2 têtes, qui ont une petite tête, qui ont une grosse tête, qui ont un cou cassé, qui ont un flagelle tordu, qui ont 3 flagelles. Alors, ceux-là, du fait de leur handicap, ce ne sont pas les plus performants. Pour féconder une ovule au laboratoire de FIV, on l'entoure idéalement de 100 000 spermatozoïdes. En dessous de 10 000 spermatozoïdes, ça ne marche pas. La fécondation n'aura pas lieu. Il faut faire appel à d'autres techniques qu'on appelle la micro-injection, ou c'est appelé l'ICSI. Donc, vous imaginez bien que cet ovule qui est entouré d'une cour de 100 000 spermatozoïdes, elle ne va pas choisir le plus moche. Pour revenir à notre spermogramme, au fil des années, il a fallu, et des décennies, il a fallu 4 fois revoir nos normes à la baisse. Et aujourd'hui, on se contente de bien moins. Aujourd'hui, c'est 1,5 millilitre, c'est 15 millions par millilitre, c'est 30% de mobiles et c'est 4% de normaux. Grosso modo, ça représente une perte de 1% par an qui était dûment constatée par les sécos. Et actuellement, l'insuffisance spermatique au sein des consultations de stérilité, ça représente 50% des cas de stérilité du couple. Alors, régulièrement en consultation, à la lecture, à l'annonce de ce mauvais résultat, le monsieur me dit « Mais pourquoi, docteur ?» Et moi, je lui réponds « Mais monsieur, probablement, quand vous étiez fœtus, enfant, jeune homme, probablement vous avez été exposé à des polluants qui ont détérioré votre lignée spermatique. » Et lui de me répondre, la plupart du temps, « Ah mais non, c'est pas possible, j'ai été élevé à la campagne. » Eh bien justement, le paysan d'à côté, pour répondre aux invectives de productivité qu'on lui imposait, il a répandu dans le champ d'à côté des engrais et des insecticides. Alors, vis-à-vis de spermogrammes et des insecticides, il n'y a pas de coupable clairement identifié. Il n'y a pas un coupable clairement identifié. Je pense qu'il s'agit plutôt ce que j'appelle, moi, une association de malfaiteurs. Ce que les scientifiques appellent un effet cocktail. Alors cet effet cocktail, c'est quelque chose de subtil, mais c'est quelque chose de puissant et de très difficile à démontrer. Et je vais terminer par ça, c'est dire là toute l'importance du travail, de la pugnacité et de la perspicacité de nos chercheurs et de nos médecins de santé publique. Bon, après avoir écouté l'ancien nous dérouler que le temps d'avance était quand même mieux que le temps de maintenant, on va écouter les courageux qui s'y collent. Donc, Madame Flore Delva va nous présenter le travail du Centre Artémis de Bordeaux. Non. Vous m'entendez? Je vais essayer d'approcher le micro. Merci tout d'abord de m'avoir invité ici pour venir vous présenter le travail qu'on a fait au Centre Artémis. Merci pour cette présentation de la reproduction parce que ça va bien m'aider pour la suite. Voilà, donc je vais vous présenter un peu ce que le Centre Artémis, qui est donc cette plateforme de prévention en santé environnementale, et je vais essayer de vous présenter un peu le contexte scientifique dans lequel on l'a mis en place, qui va permettre un peu de poser les choses au niveau scientifique, et puis après je vous présenterai les premiers résultats et un cas clinique de patient.
Bon, alors ça, c'est la définition de l'environnement que, en fait, j'aime bien rappeler au début de mes présentations, et c'est surtout la définition de la santé environnementale. Et en fait, ce qui est important de voir dans cette définition de l'OMS, c'est que c'est une définition qui est vraiment extrêmement large de ce qu'on appelle la santé environnementale. C'est tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Donc on n'est pas seulement sur le risque chimique, mais on est sur des facteurs de risque qui sont beaucoup plus larges que le seul risque chimique quand on parle de santé environnementale. Cette définition, c'est la définition de l'OMS, et dans la définition du PNSE, c'est le Plan National Santé Environnement 3 qui a été édicté par le gouvernement. On reprend bien cette définition large de la santé environnementale, puisque c'est toutes les sources de pollution ou d'exposition qui sont susceptibles de concourir à l'altération de la santé des individus. Donc on est vraiment dans une définition extrêmement large de ce qu'on appelle la santé environnementale. Alors, nous, au Centre Artémis, c'est une plateforme qui est vraiment dédiée à la reproduction, et donc aujourd'hui, je vais vous parler seulement de reproduction, puisque en plus, c'était le thème sur la fertilité. Et donc, déjà, quand on se pose la question de quels sont les facteurs de risque, alors les facteurs de risque, pour les personnes qui sont peut-être un peu moins habituées, c'est un terme que je vais pas mal utiliser, c'est vraiment des facteurs qui peuvent être aussi bien des substances chimiques que certains risques physiques qui peuvent avoir un effet sur la santé, donc ici sur la reproduction. Et donc, on peut avoir les agents chimiques, les agents biologiques, les agents physiques tels que les rayonnements ionisants et les contraintes biomécaniques et organisationnelles qui peuvent avoir des effets sur la grossesse. Alors, la première question qui s'est posée finalement quand on a voulu mettre en place le centre Artémis, c'est on va prendre en charge des patients pour faire de la prévention sur la reproduction, mais quels sont les facteurs de risque sur la reproduction qui existent et comment définit-on la reproduction? Et donc, on a défini la reproduction comme c'est ce qui se fait au niveau réglementaire. On a pris vraiment la reproduction dans sa définition large, c'est avant la conception de l'enfant, la conception de l'enfant, le développement pendant la grossesse et même le développement postnatal, puisque c'est un processus qui est continu. Et donc on définit vraiment cette reprotoxicité, donc la toxicité sur la reproduction par une atteinte de ces différentes phases. Alors pour ensuite identifier les facteurs de risque sur la reproduction, en général, quand on est chercheur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans les bases de données scientifiques où il y a tous les articles originaux qui sont publiés au fur et à mesure pour rechercher facteur de risque par facteur de risque. Mais là, il y avait tellement de données importantes qu'on s'est dit c'est un peu compliqué d'aller regarder toute la littérature qui existe sur le sujet. Et donc, on a décidé de céder plutôt des classes de classification qui avaient déjà été éditées soit par réglementaire, soit non réglementaire. Donc on s'est appuyé sur les classifications réglementaires, donc on s'est appuyé sur le règlement CLP de l'Union européenne, qui est Classification, Labeling et Packaging, et sur la proposition 65 de l'OEHHA, qui est une réglementation californienne dans laquelle les substances sont classées selon si elles ont un effet ou pas sur la reproduction. Alors pour le règlement CLP, ce qui est quand même particulièrement intéressant et que je voulais juste rappeler là, c'est que c'est Classification, Labeling and Packaging. Et ce qui est important, c'est qu'il permet d'avoir ce pictogramme et en fait toutes les substances qui ont un effet sur la santé humaine, dont la reproduction, mais aussi qui sont cancérogènes et mutagènes, elles vont avoir ce pictogramme qui va être mis sur l'étiquette du produit. Et ça, c'est vraiment un message que je reprendrai tout à l'heure, c'est l'importance quand on a pour nous un patient de bien expliquer qu'il faut bien regarder l'étiquette des produits et lire l'étiquette des produits qu'on va utiliser parce qu'on a quand même déjà des notions des effets sur la santé et dont, notamment de la reprotoxicité. Dans le règlement CLP, on a aussi une classification par rapport à la mutagénicité sur les cellules germinales, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir des mutations de l'ADN au niveau des cellules germinales, donc au niveau des spermatozoïdes et des ovules.
Donc quand on regarde le règlement CLP, en août 2015, quand on avait fait ce travail, il y avait 22 substances qui étaient classées comme pouvant avoir un effet sur la reproduction avec un niveau de preuve qui était avéré. Avoir un niveau de preuve avéré, ça veut dire qu'on a assez de données scientifiques pour conclure avec certitude qu'il y a un effet sur la reproduction. Et ça, on peut le conclure uniquement si on a des données chez l'homme. Donc c'est à partir d'études épidémiologiques. Si on n'a pas de données chez l'homme, on ne peut pas aller à ce niveau de preuve avéré. Et donc on va être en général sur du présumé parce qu'on n'aura que des études toxicologiques chez l'animal. Et après on a R2, c'est quand c'est suspecté, c'est quand on n'a pas assez de données, même chez l'animal, pour nous permettre de conclure, on reste en suspecté. Donc ça, c'est lié aux nombreuses substances avec des études expérimentales. En général, elles suivent un protocole bien défini. Et le problème auquel on va se retrouver avec le CLP, c'est qu'il y a beaucoup de substances qui ne sont pas classées. Et quand elles ne sont pas classées, on ne sait pas si c'est parce qu'elles n'ont pas d'effet ou si c'est parce qu'elles n'ont pas été testées. Donc après, on s'est appuyé sur d'autres classifications qui existaient. Donc on a utilisé la base de données Demeter, qui est une base de données de l'Institut national de recherche et sécurité, qui est une base de données plus pour les médecins du travail. Et en fait, il y a des groupes d'experts toxicologues qui prennent toutes les études et qui regardent pour des substances qui sont plutôt des substances pas classées dans le règlement CLP et pour lesquelles qui sont très utilisées en milieu de travail. Donc c'est vraiment un outil pour le médecin du travail et qui vont regarder les effets sur la reproduction selon s'ils ont des effets sur la fertilité, sur la grossesse ou sur le développement postnatal. On a aussi les monographies du NTP-CER-HR, ça c'est un programme américain, et dans ce programme américain, en fait, c'est juste des études toxicologiques, donc seulement des études chez l'animal. Et ensuite, on a la liste des perturbateurs endocriniens de la Commission européenne. En plus de ces classifications, elles ne sont pas suffisantes, évidemment, et donc ça a nécessité aussi de faire des revues bibliographiques plus spécifiques. Donc on les fait au fur et à mesure parce que ça prend énormément de temps. Donc on met souvent des étudiants en stage de M1 pour faire les revues de la littérature. Donc on a par exemple fait sur pesticides et fertilité masculine, ou on a fait sur facteurs de risque environnementaux et malformations cardiaques congénitales, et au fur et à mesure, ça nous permet d'alimenter cette base de données. Et on prend aussi des avis d'experts. Et donc, en fait, on a ensuite priorisé nos listes. On a obtenu à peu près 1000 substances en utilisant ces classifications qui avaient des effets sur la reproduction. Et on les a priorisées en facteurs de risque avérés ou présumés, c'est-à-dire pour lesquels on a des études chez l'homme ou chez l'animal qui démontrent clairement un effet, et en liste complémentaire qui sont les facteurs de risque suspectés. Et donc ça nous a donné, pour les substances chimiques, ce tableau pour lesquels au total on a 185 substances qui sont dans la liste prioritaire, qui sont des facteurs de risque avérés ou présumés sur la reproduction, toujours sur l'ensemble du processus de reproduction. 81 substances qui sont sur la liste 1 et 668 substances. En tout, on a 750 substances qui sont suspectées. Et donc, en fait, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que par exemple, parmi ces 185 substances, on a 15 composés du plomb. Donc, on a pu regrouper en familles. Donc après, quand on les regroupe en famille, ça diminue quand même le nombre de familles. Donc au total, pour les facteurs de risque chimiques, si on les regroupe en familles, on obtient 8 familles qui sont pour nous des familles sur lesquelles il faut avoir vraiment un niveau prioritaire par rapport à la reproduction. C'est les métaux et métalloïdes, les composés perfluorés, les pesticides, les solvants organiques, les agents de synthèse ou les agents libérés lors des procédés industriels, ça c'est surtout ce que l'on retrouve en milieu de travail, les médicaments et tout un tas d'autres substances qu'on n'a pas pu regrouper en famille. Alors, en plus de ces facteurs de risque chimiques, c'est ce que je vous disais au début, il y a aussi d'autres types de facteurs. Donc il y a les agents biologiques, mais il y a aussi les facteurs de risque physiques, et notamment la chaleur pour la spermatogenèse, les rayonnements ionisants, l'hypoxie chez l'homme, les contraintes physiques et organisationnelles qui là vont concerner seulement la prématurité et la croissance fœtale. On est seulement sur les effets sur la grossesse.
et la posture assise prolongée par la chaleur que ça peut engendrer chez l'homme pour la fertilité masculine. En même temps que l'on avait fait tout ce travail de recherche des facteurs de risque sur la reproduction, il y a l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui nous avait demandé de regarder quelles étaient les expositions du fœtus et du jeune enfant à la pollution intérieure, aux facteurs de risque environnementaux. Et donc l'ingénieur Raphaël Tesser, qui est l'ingénieur du centre Artemis, avait recherché toujours à partir d'instituts qui sont assez renommés. Elle n'a pas refait toute la recherche bibliographique, elle a repris des expertises qui avaient été déjà faites par l'ANSES ou par l'INSERM, et ça lui a permis un peu de faire un schéma conceptuel de l'exposition du fœtus et du jeune enfant. Et ce que l'on voit en fait, c'est que il y a des multiples expositions du fœtus et du jeune enfant dans le milieu intérieur, avec des sources qui sont vraiment très variées et avec des voies d'exposition qui sont très variables aussi, mais on va pouvoir par exemple retrouver les phtalates dans les ameublements, les équipements, les textiles et les jouets. On va pouvoir les retrouver dans les matériaux de construction et de décoration. On va pouvoir les retrouver dans les cosmétiques, etc. Et donc c'est vrai que si on étudie, quand on va faire de la recherche, une seule source d'exposition, il nous manque en général toutes les autres sources d'exposition. Et ce qui est d'une grande complexité dans les études scientifiques pour arriver à caractériser l'ensemble de ces expositions. Alors ensuite, quand on s'intéresse aux facteurs de risque sur la reproduction, ce qui va être important finalement, c'est comment est-ce que ça agit, c'est le mécanisme d'action. Donc là, je vous ai représenté là tout le processus de reproduction. Donc on a en effet besoin d'un homme et d'une femme avec les gamètes, donc le spermatozoïde ou l'ovule, la fécondation qui correspond à la rencontre, le développement embryonnaire et fœtal et la naissance. On a besoin d'un placenta et d'un utérus. Et tout ça, c'est régulé hormonalement. Et donc, on peut avoir un mécanisme de perturbation endocrinienne par les perturbateurs endocriniens qui vont pouvoir agir à tous les stades de la reproduction. On peut avoir aussi des mécanismes d'action par une action cytotoxique, c'est-à-dire que là, la substance chimique va y avoir une action directement une toxicité directement au niveau de la cellule. On peut avoir une action génotoxique, de génotoxicité. Donc là, on va avoir une lésion de l'ADN qui va empêcher finalement l'expression normale du gène et qui va donc pouvoir entraîner des effets sur la reproduction. Et on peut avoir une action épigénétique. Donc là, on n'a en effet pas de lésion de l'ADN, mais c'est de l'expression du gène qui va être erronée. Donc ça revient au même, sauf qu'on n'a pas de lésion de l'ADN. Et donc on va avoir aussi des effets après sur la reproduction liés à une mauvaise expression du gène. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, une même substance, elle peut agir par plusieurs de ces mécanismes en même temps. Et le plomb, par exemple, il agit par un mécanisme de cytotoxicité, mais il agit aussi par un mécanisme de perturbation endocrinienne. Et le plomb est un perturbateur endocrinien. Ensuite, un autre élément qui est très important à prendre quand on parle de reproduction, c'est les périodes critiques d'exposition. Et donc, ils sont évidemment variables selon les événements de santé étudiés. Donc là, sont représentés les facteurs de risque sur la reproduction. Donc si on est exposé à un facteur de risque sur la reproduction au moment de la période préconceptionnelle, on va assez logiquement pouvoir avoir une atteinte des gamètes. Si on a une exposition durant la période périconceptionnelle, on va pouvoir avoir un risque tératogène qui est majeur. Et si on a une exposition durant la grossesse, on va avoir un risque pour la grossesse et le développement. Et en fait, ce qui est en train vraiment qui devient assez connu dans les études scientifiques, c'est que si on a des expositions à ces facteurs de risque sur la reproduction pendant la grossesse, on va pouvoir avoir des effets sur la génération 1, mais aussi des effets sur la génération 2. Et ça, c'est très bien montré avec l'exemple du distilbène, où maintenant on commence à voir que des femmes qui ont été exposées au distilbène pendant leur grossesse,
leur enfant a une augmentation du risque de malformation congénitale, mais leurs petits-enfants aussi ont une augmentation du risque de malformation congénitale. Et ça, on pense que c'est par des mécanismes épigénétiques que ça a lieu, et donc c'est un peu un modèle de perturbation endocrinienne qui nous montre qu'il peut y avoir des effets sur les générations futures. Ce qui est aussi très bien montré, c'est que ça peut aussi, l'exposition pendant la vie fétale, peut aussi augmenter le risque de maladies chroniques, et ça c'est l'hypothèse du DOHAD, c'est Disease of Health and Origin Development. C'est vraiment l'origine fétale des maladies et de la santé. Donc ça, c'est un peu un schéma qui permet de voir les périodes à risque. C'est vraiment par rapport au risque tératogène et au risque de malformation congénitale, donc qui est vraiment majeur pendant les 8 premières semaines du développement. Et donc vous avez par exemple pour le cœur un risque qui est majeur entre la 3e et la 6e semaine du développement. Alors ça, c'était une diapositive un peu pour reprendre ce concept de développement du DOHAD. Donc c'est assez prouvé maintenant que des expositions à des facteurs de risque au cours du développement est associé à un risque de maladie chronique. Et d'où l'hypothèse, la définition des 1000 jours de vie, où on pense que c'est vraiment les expositions aux facteurs de risque chimiques sur cette période des 1000 jours qui est particulièrement importante, et de prévenir ces expositions permettrait de diminuer le risque de maladie chronique à l'âge adulte. Ça a été très bien montré avec l'alimentation. En fait, il y a eu des cohortes de femmes enceintes qui avaient subi une famine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été comparées à des cohortes de femmes enceintes qui n'avaient pas subi la même famine. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que les enfants des femmes enceintes qui avaient subi la famine avaient beaucoup plus de maladies chroniques à l'âge adulte que les autres enfants. Et donc on pense que c'est un peu par un phénomène de compensation, finalement, qu'ils ont des modifications épigénétiques qui vont entraîner finalement des expressions erronées des gènes et qui vont entraîner des maladies chroniques à l'âge adulte. Enfin, la dernière chose qui est vraiment importante, c'est les circonstances d'exposition. Et en fait, ce qui est important, c'est que de manière pratique, on différencie toujours la prévention en milieu professionnel et la prévention en milieu extra-professionnel par rapport à l'exposition aux substances chimiques. Or, souvent, on retrouve les mêmes expositions en milieu professionnel qu'en milieu extra-professionnel, et c'est plutôt la manière dont on est exposé, c'est plutôt la circonstance d'exposition qui va varier. En milieu professionnel, alors c'est très caricatural, hein. Tout le monde peut me dire dans la salle, ah oui, mais moi je connais un cas où c'est pas comme ça. C'est caricatural, c'est très généraliste. En général, en milieu professionnel, on va plutôt trouver des niveaux d'exposition qui sont élevés, alors qu'ils vont plutôt être faibles en milieu extra-professionnel. La fréquence d'exposition va en général être plutôt discontinue en milieu professionnel, alors qu'elle va être continue en milieu extra-professionnel. En milieu professionnel, il y a le port de protection collective et individuelle, alors qu'en milieu extra-professionnel, il ne va pas y avoir de protection. Et ça, on le voit très bien avec les patients que l'on reçoit au centre Artémis. Un artisan qui travaille, quand il travaille, il va porter ses équipements de protection individuelle. Il rentre chez lui, il fait exactement les mêmes travaux et il ne portera plus ses équipements de protection individuelle alors qu'il est exposé aux mêmes substances chimiques. Et ça, on l'observe vraiment chez nos patients, que dès qu'on rentre à la maison, on se protège beaucoup moins. Et ensuite, dans les deux cas, il y a un effet cocktail qui est possible. Alors, en même temps qu'on faisait tout ce travail un peu pour essayer d'asseoir scientifiquement la mise en place du centre Artémis, il y a la Société savante de gynécologie et obstétrique américaine qui a publié ce papier, qui est un papier d'opinion, et dans lequel ils ont fait une grosse partie de revue de la littérature, et donc ils ont conclu que sur les 15 dernières années, il y avait des preuves scientifiques qui étaient robustes, qu'une exposition préconceptionnelle et prénatale avait des effets sur la santé reproductive. Et donc ils appelaient à identifier et réduire les expositions environnementales,
à intégrer la santé environnementale dans les soins et à plaider pour des politiques de prévention des expositions environnementales. Et donc c'est vrai que ce papier nous aide énormément, nous, dans notre pratique quotidienne, à justifier la mise en place du centre Artémis avec une base scientifique solide qui nous permet en tout cas d'argumenter de manière solide vis-à-vis des décideurs. Alors ensuite, concernant le contexte local de la mise en place du centre Artémis, en fait en 2014, il y a l'ARS qui était à l'époque l'ARS Aquitaine, qui avait déjà mis en place une stratégie régionale de prévention et promotion de la santé environnementale avec une priorité pour les femmes enceintes et la petite enfance. Et dans cette stratégie, l'objectif, c'est de contribuer à la diminution d'apparition de maladies chroniques et de troubles de la santé chez les jeunes enfants en limitant leur exposition à des substances toxiques qui sont présentes dans leur environnement intérieur, y compris à l'âge fœtal. Donc vraiment une stratégie qui était assez forte et qui était portée par le directeur de l'agence régionale de santé d'Aquitaine à l'époque et qui maintenant est portée au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. En même temps, il y a le conseiller médical du directeur de l'ARS qui, début 2015, a eu comme challenge de sensibiliser les médecins à la santé environnementale. Et donc, il s'est dit, comment est-ce que je vais pouvoir sensibiliser les médecins à la santé environnementale ? Je vais faire des formations où il n'y a que les plus intéressés qui vont venir. Et donc, finalement, je n'arriverai pas du tout à mon objectif de sensibiliser les médecins à la santé environnementale. Et donc, je vais plutôt essayer de prendre en charge leurs patients, de créer un dispositif pour prendre en charge leurs patients. Et c'est par les comptes rendus et les retours que je ferai aux médecins, au fur et à mesure, je vais les acculturer petit à petit à la santé environnementale. Donc il est venu voir des praticiens hospitaliers au CHU de Bordeaux de pédiatrie, gynécologie obstétrique et de médecine du travail en leur disant voilà, moi je veux mettre en place un dispositif pour prendre en charge des patients en santé environnementale. Et donc là, mon patron qui est Patrick Brochard, qui partait en consultance, a dit sur ma consultance, je veux bien travailler sur ce projet. Et comme je travaillais déjà avec lui, on est parti sur ce projet de dispositif. Et l'ARS, après, nous a laissé complètement carte blanche pour mettre en place ce dispositif. Donc c'est comme ça qu'on a créé le centre Artémis. Donc on est localisé au CHU de Bordeaux. On travaille avec l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité de environnement, travail et alimentation. C'est pas tout à fait dans l'ordre. Avec Santé publique France et bien sûr avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc l'objectif du centre Artémis, c'est vraiment de prendre en charge individuellement les couples. On est vraiment dans une prise en charge clinique. On leur fait un diagnostic environnemental et suite à ce diagnostic environnemental, on propose des actions de prévention qui sont ciblées. On a aussi une mission de recherche et une mission d'enseignement. Alors, les patients que l'on peut recevoir au centre Artémis, c'est des patients qui peuvent avoir des troubles de la fertilité, des pathologies de grossesse, plus de 3 fausses couches spontanées, retard de croissance intra-utérin qui sont sévères, des morts fétales in utero ou des interruptions médicales de grossesse, une prématurité sévère ou des malformations congénitales isolées. Alors, on est rattaché au centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de Bordeaux. Là, vous avez l'équipe rapidement. On a plusieurs médecins, des internes, une infirmière, une ingénieure en santé et environnement et une secrétaire. Alors, comment se passe la prise en charge ? D'abord, il faut identifier les patients et donc on a beaucoup travaillé avec les cliniciens pour qu'ils nous adressent les patients. C'est pas si simple en pratique clinique, donc souvent c'est nous qui allons les chercher dans les services. Quand ils sont hospitalisés, c'est l'infirmière qui va les recruter directement dans les services. Ensuite, donc, il y a une prise de rendez-vous qui est aussi effectuée par le service parce que sinon on a peur de les perdre en route. Et finalement, quand on arrive à les avoir au centre Artémis, on leur donne un premier auto-questionnaire qui permet de préparer l'entretien et dans lequel on va déjà demander des informations sur les habitudes professionnelles et les activités domestiques. Ensuite, il y a une consultation médicale où on rappelle bien les objectifs de la prise en charge. C'est-à-dire qu'on va bien leur rappeler qu'on est là pour faire de la prévention pour le futur et qu'on n'est pas du tout là pour expliquer la pathologie qu'ils ont avec une cause environnementale possible.
En fait, c'est très difficile au niveau individuel d'aller faire de l'imputabilité, c'est-à-dire de dire, voilà, on va trouver une exposition à un solvant dans votre environnement extra-professionnel. On ne va pas pouvoir leur dire que c'est la cause de leur pathologie. C'est des pathologies qui sont quand même extrêmement graves, qui sont multifactorielles. Et donc, on leur dit l'environnement a pu y contribuer. On ne sait pas à quel point. Et donc, nous, on ne se met pas dans l'idée d'essayer de vous expliquer la pathologie, mais on se met vraiment dans l'idée de faire de la prévention pour le futur. Dans le cas de la fertilité, l'idée c'est qu'ils aient une grossesse et donc on est avant la période fétale et donc on leur explique bien qu'on va essayer de maîtriser au mieux leur environnement pour que la future grossesse se passe au mieux. Ensuite, il y a un entretien protocolisé. Donc, l'entretien protocolisé, il permet de rechercher toutes les activités professionnelles. Donc, on va demander au patient de décrire toutes les tâches qu'il fait au cours de sa journée, comment est-ce qu'il se protège, quels sont les équipements de protection qu'il porte, quelle est la fréquence de ces tâches, est-ce qu'autour de lui, il n'y a pas des activités qui pourraient aussi être exposantes à des produits chimiques. On va ensuite poser beaucoup de questions sur les habitudes extra-professionnelles. Et pendant l'entretien, il y a l'infirmière ou l'interne qui donne déjà énormément de conseils de prévention selon ce que va lui déclarer le patient. Donc il y a vraiment déjà beaucoup de conseils de prévention qui sont donnés en face à face par l'infirmière. Alors, par exemple, en milieu professionnel, on va pouvoir déjà informer le travailleur sur la présence de risques spécifiques à son poste de travail. On peut recommander quel équipement de protection collective il peut porter. L'infirmière, elle a aussi des masques et des gants à disposition, donc elle peut leur expliquer que les masques, ça ne permet pas de protéger, selon le type de masque, on est protégé de certains types de substances, et que par exemple, porter un masque chirurgical, ça ne protège pas de l'exposition aux substances chimiques. Il faut porter le bon équipement de protection individuelle. Elle peut aussi leur expliquer que l'hygiène qu'il faut avoir sur le poste de travail, si on est dans des activités qui peuvent être exposantes à des substances chimiques, de bien se laver les mains après, de ne pas se ronger les ongles, de ne pas manger, de ne pas fumer sur le lieu de travail. Et surtout, on recommande aux patients de contacter son service de santé au travail. En fait, nous, on sert vraiment d'alerte. On dit, attention, vous êtes peut-être exposé en milieu de travail, mais nous, on n'a pas la capacité d'aller voir le poste de travail. Et donc, on ne sait pas comment les gens travaillent et on ne sait pas s'ils se protègent correctement. Et ça, il n'y a que le service de santé au travail qui a la capacité de le faire, de pouvoir rentrer dans l'entreprise. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'arriver à convaincre le patient qu'un relais puisse être pris par le service de santé au travail. En milieu extra-professionnel, évidemment, on essaye d'induire un sevrage tabagique puisque le tabac reste quand même un facteur de risque sur la reproduction majeure. Et puis, sur l'utilisation des produits, on va donner des conseils sur utiliser les bons produits, lire les étiquettes, selon ce qui est écrit sur les étiquettes, manipuler correctement le produit. Et rien que de faire lire les étiquettes, en fait, souvent, après, les patients n'utilisent plus les produits quand ils voient tout ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc, c'est aussi, en fait, sur cette partie-là, on va être plus sur de l'éducation à la santé. C'est plutôt faire prendre conscience aux patients que dans leur vie de tous les jours, ils sont exposés à plein de produits chimiques et que il faut vraiment faire attention à ce qu'on utilise et l'utiliser de la bonne manière. Et donc, on est vraiment plutôt sur du positif plutôt que de dire de ne pas utiliser. On dit, vous pouvez utiliser, mais si vous utilisez, regardez comment l'utiliser. En fait, ça, des fois, ça suffit à ce qu'ils l'utilisent plus. Bon, on peut parfois faire des investigations complémentaires. On a pu, par exemple, faire des biométrologies avec des plombémies si on suspectait une exposition au plomb. On sollicite le médecin du travail si nécessaire. Et puis, parfois, on peut étudier la composition de produits. En fait, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, sur tout le milieu extra-professionnel, on ne va pas aller rechercher toutes les substances reprotoxiques qu'il peut y avoir dans les produits ménagers, etc., parce que ça nous demanderait vraiment beaucoup trop de temps d'investigation. Et donc, c'est ce que je vous disais, on est vraiment plutôt sur des messages positifs d'éducation à la santé, de prendre conscience des produits que l'on utilise. Après, on fait un compte-rendu qu'on envoie aux patients et aux médecins correspondants et avec leur autorisation à leur médecin du travail. Voilà, ce qui nous permet de répondre quand même à l'objectif principal qui était de sensibiliser les médecins à la santé environnementale.
Alors, ça, c'est un bilan qui a été fait. En fait, ce qu'on s'était engagé avec l'ARS, c'est qu'ils nous avaient donné 3 ans pour monter le centre Artémis. Donc, on avait commencé en 2015. La première année, on a mis en place les outils. Et au bout d'1 an, on a commencé à prendre en charge des patients. Et au bout de 2 ans, on avait dit qu'on ferait une évaluation. Et donc, on avait fait une évaluation en juin 2018. Donc là, c'est les données de l'évaluation. Et on l'avait présenté à notre comité de pilotage. Et donc là, on est en train de faire un nouveau bilan, mais je n'ai pas encore les données, donc c'est celui de l'année dernière que je vous présente. Donc l'année dernière, on était à 451 couples vus. Aujourd'hui, on vient de dépasser les 800 couples vus, donc ça fonctionne plutôt bien. Les motifs de consultation, vous voyez, on avait 27% de patients qui venaient pour troubles de la fertilité. Alors ça, cette proportion, elle dépend énormément du travail que l'on fait pour le recrutement des patients dans le service. C'est-à-dire que quand je vais voir un gynécologue obstétricien, pendant 1 mois, il va m'adresser des patients et puis après, ça va s'étioler. Donc en fait, ça dépend. Enfin, ça représente pas du tout la prévalence des pathologies. Ça représente vraiment si les cliniciens m'adressent ou pas des patients. Et donc maintenant, on a énormément travaillé avec les biologistes de la reproduction, et donc on voit beaucoup plus de patients qui ont des troubles de la fertilité que ce qu'on voyait avant. C'est pas pour ça qu'il y a sur le CHU de Bordeaux en 1 an une augmentation des troubles de la fertilité. C'est parce qu'on a vraiment mis en place un circuit systématique avec les biologistes de la reproduction. Alors là, je vous ai donné l'exemple des résultats pour les troubles de la fertilité. Donc pour les hommes, l'âge était de 35 ans en moyenne et pour les femmes de 33 ans. Les pathologies que l'on a vues principalement, donc on avait une atteinte de la fonction des ovaires, une stérilité de la femme sans précision, quelques cas d'endométriose. Et chez l'homme, on avait surtout des atteintes des spermatozoïdes, une atteinte de la qualité du sperme. Donc, quand on regardait les expositions professionnelles des couples le jour où ils ont consulté au centre Artémis, donc on est vraiment sur la prévention et on n'est pas sur ce qui a pu expliquer leur pathologie. On est vraiment au jour de la consultation. Donc, ce que l'on voit chez l'homme, c'est on va retrouver principalement l'exposition aux pesticides, aux solvants et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Chez la femme, ce qu'on va retrouver principalement, et chez toutes nos patientes, c'est les contraintes physiques et organisationnelles. Alors, ces contraintes physiques et organisationnelles, ce n'est pas un facteur de risque pour la fertilité, mais là, on se met dans l'idée de faire de la prévention pour la future grossesse. Et donc, on va leur dire, quand vous obtenez une grossesse, allez voir le plus vite possible votre service de santé au travail pour évaluer le niveau des contraintes physiques et organisationnelles et mettre en place, si besoin, des aménagements de poste pour pouvoir vous permettre de continuer à travailler le plus longtemps possible pendant votre grossesse. Les agents biologiques, c'est pareil. Sinon, on retrouvait les médicaments liés aux expositions professionnelles chez les soignants et les pesticides, je pense, et les pesticides. Pour le tabac et l'alcool, on est quand même chez des sujets qui sont en cours de procréation médicalement assistée et on a encore 37% des hommes qui sont fumeurs et 18% des femmes qui sont fumeuses. On a quand même beaucoup plus de femmes qui ont arrêté de fumer par rapport aux hommes, alors c'est quand même un facteur majeur et on a quand même encore un tabagisme qui est quand même actif chez un nombre important de nos couples. On a aussi une consommation d'alcool qui est encore importante chez les hommes dans cette période de conception. Ensuite, quand on regarde les expositions extra-professionnelles des patients, on est un peu étonné par ce chiffre. On a 34% de patients qui vivent à proximité de zones agricoles. Alors, on habite en Gironde, soit, mais ça nous semble quand même beaucoup. Donc là, ça, c'est un codage qu'il faut qu'on vérifie. C'est-à-dire que
quand on reçoit le patient, on le reçoit, on fait notre entretien, et après, pour pouvoir donner tous ces chiffres à nos institutions, on les code dans la base de données patients. Et en fait, quand on les code, la consigne pour les internes, c'est de coder s'ils sont à moins de 100 mètres d'une zone agricole. Mais comme il y a de nombreux internes qui passent, on n'est pas sûr que ça ait été respecté, donc c'est une donnée dans laquelle on est quand même étonné de ce chiffre qui nous semble important. Et puis après, ce que l'on voit, c'est que les activités de bricolage, le ménage et entretien, les parfums d'ambiance, les pesticides et les travaux. Donc là, c'est ce que je vous disais, on est sur des circonstances d'exposition qui sont potentiellement exposantes à des facteurs de risque sur la reproduction. Mais nous, de toute manière, derrière, ce que l'on donne, c'est des messages de bonne pratique. Donc on va dire, quand vous faites le ménage, attention aux produits que vous utilisez, aérer, porter les bons équipements de protection si nécessaire. Donc on est vraiment sur des messages plutôt positifs. En milieu professionnel, qu'est-ce qu'on peut mettre comme action de prévention? On peut demander les références des produits professionnels, on peut demander quels équipements de protection ils portent, et surtout, on recommande de contacter le médecin du travail lors d'un prochain projet de grossesse. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment très important de remettre le médecin du travail au centre de la prise en charge en milieu professionnel. En milieu extra-professionnel, on va les messages d'éducation sur la santé. Par exemple, s'ils utilisent des produits d'entretien sous forme de spray qui peuvent libérer des composés organiques volatiles et semi-volatiles, on va donner les messages sur la qualité de l'air intérieur qui ont été édités par l'OQAI, sur l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et le CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et ainsi de suite. On essaye toujours, pour chaque circonstance d'exposition qu'on va avoir identifiée, d'avoir un message de prévention à proposer aux patients derrière. Donc par exemple, s'ils consomment des poissons d'eau douce, on va leur donner les recommandations sur la consommation de poissons de l'ANSES, etc. On a fait un questionnaire auprès des couples où on a aussi, alors là je vous présente un peu que le côté est-ce qu'on les anxieux, est-ce qu'on les a stressés, etc. On a aussi regardé si on avait réussi à changer leur comportement. Remarque, je vous le présente peut-être. Donc en fait, on a adressé à tous les couples qu'on avait pris en charge. Sur tous les couples, on a eu 35% de répondants. Donc est-ce qu'on a eu ceux qui étaient le plus intéressés ou pas? Voilà, là on a les résultats que sur les répondants. Et 91% des répondants étaient des femmes, donc ce qui est quand même assez important. Les hommes n'ont pas moins joué le jeu. Donc, quand on regardait l'impact psychologique de la prise en charge du centre Artémis, donc uniquement chez les répondants, il y en a 75% qui avaient trouvé que c'était rassurant ou plutôt rassurant, 12% qui avaient trouvé que c'était plutôt angoissant et 14% que c'était plutôt neutre. Alors nous, on a trouvé que c'était plutôt des bons résultats et on était plutôt contents. On s'est plutôt dit que globalement, on n'était pas trop angoissant. Et ensuite, sur la modification, oui, des comportements ou des gestes pour améliorer votre environnement professionnel ou extra-professionnel, il y en avait 67% qui disaient que ça leur avait donné envie de modifier. Alors c'est vrai qu'on avait posé la question juste sur est-ce que ça vous a donné envie de modifier, parce qu'on sait que dans la chaîne du changement de comportement, faut avoir la connaissance, mais après il y a plein d'autres choses qui sont dépendantes, et d'ailleurs vous allez voir après, il y en a qui nous ont dit que c'était pas si facile de changer, et évidemment nous on est le premier maillon, mais après il faut avoir les moyens de changer, et c'est des fois pas si simple que ça. Et donc pour montrer ça, pour aller plus loin par rapport à ça, on a fait une évaluation qualitative. Donc il y a une psychologue qui a appelé 17 patients pour justement aller plus loin pour regarder pourquoi ils avaient changé ou pas changé, pourquoi c'était rassurant. Donc sur les bénéfices qui étaient spontanément associés à la prise en charge, il y en avait 14 qui disaient, parce qu'on leur donnait des informations qui favorisaient l'adoption de comportements de santé, donc vraiment sur le versant éducation à la santé. Et il y en a un quand même qui disait qu'il n'y avait pas de bénéfices identifiés. Sur les inconvénients qui étaient spontanément associés à la prise en charge, donc il y en avait 12 qui disaient qu'il n'y avait pas d'inconvénients identifiés, donc c'est pareil, 12 sur 17, on était quand même plutôt contents.
Et il y en avait quand même, en fait, le 2 et le 3, c'est quand même un peu la même idée, c'est que on a identifié des expositions, mais suite à l'identification de ces expositions, c'est compliqué de changer de comportement et donc ça entraîne quand même du stress. Et donc on en a quand même 7, donc c'est vrai que ça, c'est notre limite au centre Artémis, c'est que nous, on peut que voir les expos et après on peut pas agir derrière. Et donc c'est vrai que ça, c'est des choses à voir avec les services de santé au travail, comment faire pour essayer aussi de mettre en place des choses en milieu professionnel de manière plus facile, mais ça viendra au fur et à mesure. Alors, au niveau des perspectives, donc c'est un projet qui est quand même largement porté par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine, elle a vraiment vocation à déployer au niveau du territoire l'offre de soins. Et donc là, on a été reconduit pour 3 ans. Et dans les 3 ans à venir, ce qui nous est demandé, c'est de construire un modèle pour pouvoir le déployer sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on a des discussions avec Libourne et on a des discussions avec le CHU de Poitiers, le CHU de Limoges et aussi avec le centre hospitalier de Bayonne. Donc c'est en cours, mais c'est quelque chose à construire parce qu'il faut des compétences en santé-travail, en santé-environnement. Donc on est en train de réfléchir pour voir comment le proposer au niveau du territoire. Au niveau national, ce qui a été aussi très important pour nous, c'est que dans la suite d'Artémis, il y a eu plusieurs centres qui se sont mis en place et en fait, on partage les mêmes outils et on est en train de créer une base de données commune avec l'ANSES pour avoir un peu un champ de surveillance sur cette problématique. Et donc ça, c'est vrai que pour nous, au niveau scientifique, c'est vraiment important parce que ça assoit vraiment notre méthodologie, ce que l'on fait. Et en plus, ça nous donne des partenaires avec qui discuter de nos difficultés qui sont parfois assez nombreuses. Donc ça, c'est les centres. Donc on a à Rennes, à Créteil et à Fernand-Vidal et à Marseille des centres qui se sont mis en place sur le même modèle. Alors les pathologies prises en charge varient un peu, mais globalement, on utilise le même entretien, le même questionnaire et la même base de données. Et donc ça, c'est notre contact donc avec le mail et le secrétariat. Vous avez appris beaucoup de choses, mais vous avez peut-être des questions à poser à notre intervenante. Donc on va faire circuler un micro. Quelqu'un a une question ou un commentaire? Bonsoir. Bon, vous avez parlé de faire donc de la prévention auprès des femmes qui veulent avoir un enfant et bien sûr des hommes. Mais est-ce que vous allez faire aussi de la prévention et de l'information, je dirais, dans les lycées, parce que ça se prend, si j'ai bien compris, bien avant le projet d'avoir un enfant. Oui, complètement. Après, c'est vrai que nous, on nous a donné une mission qui était donnée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et la mission initiale, vraiment l'objectif initial, c'était de sensibiliser les médecins à la santé environnementale. Et donc c'est vrai qu'on est passé par les patients, et donc les patients ont déjà des problèmes de santé, mais c'est évident qu'il faudrait aussi qu'il y ait ce genre d'action à destination des lycées. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous, en tout cas, ça ne fait pas partie de notre feuille de route, mais il y a même des actions, là, des projets hors les murs de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, où en fait on demande aux praticiens hospitaliers de mettre en place des actions de prévention hors l'hôpital. Et en fait, on n'a pas le droit d'aller dans l'éducation nationale. Donc vous voyez, en fait, il y a aussi des limites qui sont en dehors de nous, mais c'est évident qu'il faudrait prendre ça le plus tôt possible. Ne serait-il pas possible de faire des formations auprès des infirmières qui sont rattachées au lycée et au collège ?
Ça, en fait, il faudrait voir avec le... Alors, je ne sais pas de qui dépendent les infirmières. En fait, le problème, c'est que tout est très administratif et que si les infirmières dépendent du rectorat, il faut passer par le rectorat. Nous, on a déjà essayé de contacter le rectorat parce que on a eu pas mal de profs et les profs de chimie, par exemple, ils utilisent des fois des substances qui sont quand même pas toujours très safe. Et donc, on a essayé de prendre contact avec le rectorat. Pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir une réunion avec eux. Donc, en fait, après, c'est de qui dépend l'infirmière de scolaire. Mais oui, enfin, c'est sûr. Après, on a un centre qui est aussi assez jeune. Mais en tout cas, je garde votre idée parce qu'en effet, c'est évident qu'il faut... plus on ira sur les jeunes et plus ça sera facile. Après, on sait avec les problématiques du tabac et tout que c'est des fois compliqué. Mais en tout cas, en effet, je pense qu'il faut même aller avant le lycée. Je pense que c'est vraiment au niveau de l'élémentaire qui sont peut-être le plus sensibles, quoi. Enfin, en tout cas, qui peuvent le plus changer, prendre des bonnes habitudes. Il y a aussi un problème d'effectif au niveau de la médecine scolaire, qui est dans le département, par exemple, très, très sévère. En fait, on est marqué par l'importance du problème que Jean-Pierre a soulevé, quand on voit l'importance de l'endométriose, des ovaires polykystiques, et le tout début de la réponse que tu nous proposes. Le centre est tout récent, par contre, on est marqué aussi par la dynamique, c'est-à-dire c'est en train de se développer partout en France. Vous êtes vraiment sur un créneau porteur. Il y en a besoin partout, il y en a besoin dans les hôpitaux, il y en a besoin bien sûr dans les écoles. Et on a l'impression que le problème est tellement énorme que c'est marquant ce hiatus entre les deux, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'on vous a fait venir, c'est qu'il y a des solutions qui sont encore débutantes, mais vraiment, on voulait faire passer un message positif. Que les choses se font quand même. Bonsoir, Luc Lonlas, médecin généraliste à Rochefort. Je suis membre de VSE 17. Moi aussi, j'avais été très frappé par l'évolution des pathologies des développements, puisque ça fait 30 ans que je suis installé, et j'avais vu une malformation congénitale, et l'année dernière, j'en ai vu 3. Donc c'est quelque chose qui m'a interpellé. Alors, ça a changé, toutes les discussions qu'on a eues au sein des réseaux, a changé ma pratique, moi, en tant que médecin généraliste, parce que je vois des enfants, je vois des adolescents, je vois des femmes en désir de grossesse, et c'est vrai que mon discours est totalement différent. Maintenant, j'insiste beaucoup sur leur hygiène de vie, effectivement. La seule chose, c'est que moi, je manque un peu de moyens d'information. Et je pense que des centres comme le vôtre peuvent peut-être aider les généralistes, qui sont en première ligne, à pouvoir avoir des moyens d'information, si vous voulez, d'avoir des plaquettes ou autres, je ne sais pas, mais... Là, je me base, parce que vous avez parlé de sensibiliser les médecins généralistes, enfin du moins les médecins, aussi bien hospitaliers que généralistes à ça. Alors, il y a du travail à faire, parce que les généralistes sont lourds à trimballer et à motiver dans la médecine et l'environnement, mais ça serait intéressant qu'on ait des moyens d'exprimer, de montrer à nos patientes ce qu'il y a à faire, quoi. La plaquette que vous avez montrée, par exemple, sur la contamination de l'environnement est très intéressante. Après, nous, on a pas mal de brochures qui sont des brochures de nos institutions, hein. Enfin, notamment, il y a la brochure quand même de l'ARS Nouvelle-Aquitaine sur les expositions à la maison avec un versant de la femme enceinte et un versant avec le petit enfant, qui est une brochure A3, c'est le titre A3, et qui est déjà un outil qui est vraiment facile pour justement éviter les travaux, en tout cas que la femme enceinte ne fasse pas les travaux, sur laver les vêtements de l'enfant, etc. Donc il y a des brochures qui existent. Donc ça, moi, si vous voulez, je peux facilement, en tout cas, vous en donner et vous donner les liens pour en récupérer. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des malformations et autres. Alors, j'ai parfaitement conscience que votre centre est jeune, mais je me demandais si vous aviez des chiffres par rapport à la spermatogénèse ou autres facteurs plus masculins ou disons, pré-grossesse, pré-conception, quoi, du coup, sur la qualité des spermatozoïdes ou même des
des trompes, comme disait monsieur, en amont, on va dire? Alors, nous, on n'est vraiment que le volet environnement. C'est-à-dire que nous, on travaille avec les biologistes de la reproduction, et c'est les biologistes de la reproduction qui ont ces données-là. Alors, nous, on essaye maintenant de travailler avec eux pour faire des études de la recherche. Mais là, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment le versant clinique. Et pour l'instant, comme on est un centre qui est assez jeune, on n'a pas encore eu le temps de mettre en place ces études de recherche. Après, avec les données, rien que la courbe, c'est une courbe qui est issue d'un article scientifique et qui résume parfaitement bien la baisse de la qualité spermatique. Et notre centre tout seul ne pourra jamais donner des données qui sont aussi propres entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas extrêmement propres, mais ça c'est lié au type d'études et c'est normal, il y a toujours des biais dans toutes les études, mais en tout cas on n'aura jamais des qualités de données qui sont celles de cette courbe. Donc c'est pas du tout l'objectif du centre de regarder la qualité du sperme, parce que de toute manière on a déjà les données qui sont là et qui nécessitent d'agir. Effectivement, alors je me suis peut-être un peu mal exprimé, je voulais plutôt savoir si vous étudiez aussi les causes environnementales chez les personnes, par exemple, qui sont étudiées dans ce cadre-là, ou si vous incitez les chercheurs à faire ces études environnementales sur ces personnes, ainsi de suite. Alors moi, je suis praticien hospitalier, mais je suis aussi chercheur dans une équipe de recherche, et donc évidemment qu'on essaye de mettre en place des études de recherche. Mais là, voilà, moi j'ai 2 études pour lesquelles j'ai des financements, mais on en est au tout début des études pour lesquelles on a des financements, et donc j'ai pas de résultats. Et voilà, on est en train de mettre en place les études, on est en train de monter les protocoles. C'est compliqué parce qu'il faut les comités d'éthique, etc. Donc, mais on le fait en tout cas. Merci. Bonjour, Soisy Clelin. Je vais prêcher pour ma paroisse parce que je représente Zero Waste Pays Rocheforté. Et en fait, lorsque je vois tous les tableaux que vous avez montrés sur les produits chimiques, tous les contacts que l'on a extra-professionnels en fait, à la maison, je me dis que finalement, prêcher le zéro déchet, c'est plutôt pas mal parce qu'on limite beaucoup de présence en plastique, aux produits chimiques. Et est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ? Alors nous, on va toujours, il faut vraiment voir que derrière, en face plutôt, excusez-moi, on a des patients qui ont eu des pathologies qui sont parfois assez graves, puisque ça peut aller jusqu'à une interruption médicale de grossesse. Et donc on va vraiment être sur le côté d'essayer de leur faire prendre conscience qu'ils sont exposés, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin dans la mise en place, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué avec des patients en face qui sont des fois pas du tout prêts à entendre notre discours. Donc en fait, je pense qu'on est un tout premier levier pour faire prendre conscience aux gens qui sont exposés à des produits chimiques. Et il y en a beaucoup, ils n'ont même pas cette conscience-là. Donc c'est vrai, on est au début, donc on n'en est pas encore. Oui, moi j'aurais une question à vous poser. Pour un couple qui aurait des difficultés, est-ce qu'il peut vous contacter directement à ce numéro-là ou doit-il avoir une préconisation de son médecin ? Normalement, c'est mieux que ça passe par le médecin. Mais après, si vraiment son médecin ne connaît pas et qu'il ne veut pas, parce qu'on peut le recevoir quand même. Mais dans l'absolu, c'est mieux que ça passe par le médecin. Au début, c'était l'objectif initial, c'est que ce soit du recours. Mais après, on est prêt à avoir des patients qui veulent venir directement, il n'y a pas de souci. Et les délais d'attente pour avoir Pas trop. C'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que c'est pas facile, c'est que c'est nouveau, c'est de la prévention à l'hôpital, les cliniciens ils sont dans le soin, et donc c'est nous qui allons dans les services chercher les patients, donc on n'a pas trop de délai d'attente. Donc c'est pour ça, si on a des patients qui viennent directement, on les prendra. On n'est pas encore en mesure de dire non, il faut que ça passe par le médecin. J'ai entendu, quand vous avez commencé à parler, que vous parliez de l'objectif, c'était la sensibilisation des médecins sur ces problèmes-là. Et après, quand vous avez déroulé toutes vos explications, il y avait beaucoup la notion d'éducation des patients. Et l'éducation des médecins, alors, est-ce que ça fait partie de votre mission ?
Oui, forcément, dans les missions du centre Artémis, j'ai mis la prise en charge clinique, l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est quand même l'enseignement à destination des médecins notamment. Donc on a créé un DU santé environnementale. On n'a pas beaucoup de médecins, mais on essaye aussi de mettre de la formation dans le cursus initial des médecins. Donc là, je suis en train d'essayer d'avoir 2 heures pour mettre en 3e année de médecine. Et on essaye aussi de voir avec les responsables des diplômes d'études spécialisées. C'est une fois qu'on est spécialisé en gynécologie obstétrique, par exemple, on aimerait bien arriver à mettre 2 heures de santé environnement pour au moins déjà avoir une première sensibilisation. C'est pareil, c'est long, il faut y travailler. Ils sont d'accord sur le principe, mais voilà, c'est oui, pourquoi pas, et puis on passe à autre chose. Donc, en tout cas, ça fait partie aussi de nos objectifs. Oui, moi j'avais la première question, vous avez partiellement répondu. Donc, vous confirmez que votre centre a finalement vocation à recevoir au niveau régional, la grande région, et pour l'instant, en tant que Poitiers n'est peut-être pas ouvert, des patients qu'on pourrait sélectionner en tant que médecin. Ça, c'est la première chose que... Oui. Après, on reçoit des patients pour l'instant de Charente, enfin, ça nous arrive. En général, les patients, ils sont quand même enclins à se déplacer s'ils ont un rendez-vous sur le CHU. Sinon... C'est pas le problème. Quand un couple a eu un mort fœtal in utero, quand ils sont en recherche d'explications, qui ont eu des chèques de prise en charge de stérilité, c'est souvent... Il n'y a pas de souci pour... En tout cas, s'ils sont prêts à se déplacer, oui, nous, il n'y a aucun souci pour qu'on les reçoive au centre Artémis sans aucun problème. C'est juste qu'il faut qu'ils soient prêts à se déplacer parce qu'en fait, on n'est pas... L'entretien dure quand même 1 heure, 1 heure et demie. Et comme les conseils de prévention sont donnés en direct... C'est quelque chose qu'on peut proposer. Oui, après, le sans couple souci. ne prendra pas. C'est pas... Ouais, sans aucun souci. Et la question que j'avais, c'est votre lien avec la médecine du travail, parce que, bon, nous, en cancérologie, on a parfois des problématiques de cancer qui pourraient être effectivement dues à une exposition professionnelle, et on a parfois vraiment beaucoup de mal, en tant que non-médecin du travail, à rencontrer... à établir un contact. Et alors, je ne sais pas vous si vous arrivez directement parfois... Alors, nous, c'est très facilité parce que le centre Artémis donc, dépend du service de santé au travail du CHU, lié au fait que c'est Patrick Brochard, qui est professeur de médecine du travail, qui l'a monté. Et donc, en fait, il y a 2 choses. C'est que, après, nous, le lien avec la médecine du travail de ville est quand même pas facile. On a des liens particuliers avec un service de santé au travail de Gironde qui surveille 2/3 des salariés. Donc, on leur envoie très facilement les comptes rendus, etc. On n'a quasiment jamais de retour parce qu'il y a le secret industriel, etc. Donc, c'est quand même pas facile et on y travaille, c'est de longue haleine. Après, pour la question que vous posez sur les déclarations en maladie professionnelle des cancers, ça, il faut voir c'est pareil, s'ils sont prêts à se déplacer, il faut voir avec la consultation de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de Bordeaux. Nous, on peut, dont dépend le centre Artémis, et là, il n'y a aucun souci, il y a quelqu'un qui les verra et qui fera avec eux tout le parcours pour arriver à les déclarer en maladie professionnelle. Mais ça, il n'y a vraiment aucun souci pour les recevoir parce qu'il n'y a plus de CPP, de consultation de pathologie professionnelle à Poitiers ni à Limoges. Et donc, mais en tout cas... Bordeaux a vocation à recevoir les patients de toute la Nouvelle-Aquitaine. Et on est en train d'essayer de réfléchir à mettre des antennes locales à Poitiers et à Limoges, mais c'est en cours de discussion avec l'ARS. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé des causes extérieures, mais vous avez très peu parlé de l'alimentation. Est-ce que c'est pour vous une cause secondaire? Non, pas du tout. C'est que alors, il y a 2 versants dans l'alimentation. Il y a tout ce qui est nutrition avec la diététique, etc. Où là, on trouvait que ça sortait un peu de nos missions. Donc, on s'en occupe pas parce qu'il y a des nutritionnistes, etc. qui savent le faire bien mieux que nous. Après, il y a toute la question des toxiques qui sont apportés par l'alimentation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on essaye vraiment d'être toujours appuyé sur les études scientifiques. Et en fait, le problème, c'est que là,
très vaste champ, qu'on ne sait pas trop bien pour l'instant caractériser cette exposition, et on ne sait pas très bien quoi dire aux patients, quel conseil donner aux patients derrière. Et donc c'est vrai que pour l'instant, comme on était jeunes, on a dit on s'en occupe pas tout de suite. Mais évidemment que quand on en parle, c'est toujours la question qui m'est posée, et que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse et en tout cas qu'on ait une vraie démarche scientifique pour voir comment y répondre. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas mis la priorité, pas parce que c'était pas important, mais devant la complexité du problème. On peut lire les étiquettes aussi. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non? Pardon. Merci. Sylvie Laporte, Pays Rochefort et Alerte. Juste une question en ce qui concerne les téléphones portables et les Wi-Fi, les ondes, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait un peu inquiétant? Non, sur la reproduction, plutôt non. Après, en tout cas, les études épidémiologiques, dans mon équipe de recherche, il y avait une étudiante en thèse qui a fini sa thèse d'ailleurs, qui avait travaillé sur les champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence et sur les radiofréquences, donc des téléphones portables, et qui n'avait pas trouvé d'association avec le développement de la grossesse. Ce qu'il y a à partir des études animales, c'est que ça pourrait être par un effet de chaleur. Donc il faudrait vraiment le porter, avoir travaillé avec le portable sur le ventre. Donc dans des conditions d'utilisation normales pour la reproduction, hein, je vous parle vraiment de ce que je connais, on est plutôt rassuré par rapport aux ondes. Alors, en l'état actuel des connaissances, évidemment. Une conclusion, les orateurs? On va quand même remercier Madame Flore Delva qui est venue de Bordeaux pour nous enseigner et nous faire partager tout son savoir. Donc, merci pour elle. C'est quand même très réjouissant de savoir qu'il y a une prise en compte de ces problèmes qui sont tellement importants et qui sont tellement sous le tapis. Pour reprendre une remarque de je ne sais plus quelle question, c'est vrai que la médecine est vraiment calamiteuse dans ce domaine-là, et j'emploie le terme à dessein. Il y a encore pour l'instant dans l'ensemble des facultés pas d'enseignement de médecine de santé environnementale dans le cursus. Moi j'aurais proposé qu'ils mettent au concours, ils l'apprennent tous, la liste des perturbateurs endocriniens. Ce serait gavé pour la vie, ce serait parfait. Et comme ça, on est sûr qu'ils ne l'oublieraient pas. Mais plus sérieusement, c'est quand même dommage, alors que c'est un sujet qui est en pleine évolution, c'est un sujet qui est en pleine compréhension, c'est un sujet qui a plein d'études contributives, c'est un sujet qui est servi par des courageux qui s'y mettent. Et malheureusement, on ne peut pas dire que l'ensemble de la profession médicale rayonne de savoir et d'avoir envie de savoir sur ce sujet. Donc il faut vraiment combattre notre coulpe aussi, parce que les gens sont de plus en plus demandeurs d'informations sur cette affaire. Donc on va conclure et vous remercier d'être venus. Et puis on espère que vous porterez ce message, et en sachant que le centre Artémis est un centre de recours local qui peut même vous accueillir en accès direct. Voilà.